Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe. La gloire des maudits, ça c'est votre actualité. Je rappelle brièvement, on vous connaît bien sûr en librairie, mais vous êtes journaliste, critique musical, romancier, amoureux de Paris. On vous avait reçu déjà précédemment lors des rentrées littéraires. Il y avait eu La Dévoration, et puis encore avant, il y avait eu Les Fidélités successives. Et si je cite Les Fidélités successives, c'est que La gloire des maudits n'est absolument pas une suite, mais rentre quand même dans un processus où vous avez une envie à peine voilée de raconter la grande histoire du XXe siècle, des années 40 jusqu'à, on le verra au fil des années qui vont suivre. Avec La gloire des maudits, nous sommes cette fois-ci dans l'immédiate après-guerre, là où les fidélités successives nous entraînaient au cœur même du second conflit mondial. Les fidélités successives, c'était une histoire de trahison. Là, vous nous parlez du mensonge. Je vais brièvement planter le décor. Nous allons découvrir Sidonie. Sidonie, c'est le personnage principal. Elle s'appelle Sidonie Porel. C'est une grande romancière, tellement encensée qu'elle est même devenue présidente de l'Académie Goncourt dans ces années d'après-guerre. Et puis, il y a un autre personnage. Elle s'appelle Gabriella. Et Gabrielle, elle a vu son père, qui a été considéré comme un collabo, elle a vu son père exécuté sous ses yeux à la Libération. Et puis un jour, on va dire à cette jeune Gabriella, mais vous savez, la grande Sidonie Porel n'est peut-être pas la romancière que vous croyez. C'est le point de départ de votre roman. Pourquoi, après les fidélités successives, justement, avoir eu envie de continuer cette peinture de l'histoire française? D'abord parce que je me suis beaucoup amusé à mettre en scène des gens qui ont existé et des gens qui n'ont pas existé. La période de l'occupation est une période qui me fascine et je voulais étudier en fait, disons, les conséquences de cette période 10 ans plus tard. Les fidélités successives, c'était l'avant-guerre et la guerre, et là, c'est un roman sur l'après-guerre. Et c'est une histoire de mensonge, c'est une histoire de vengeance, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de famille. J'aime les grandes fresques avec beaucoup de personnages, construites un peu comme des romans de feuilleton, avec une espèce de rythme haletant, il se passe plein de choses, mettre en scène des personnages existants, des personnages imaginaires, et faire une sorte de tableau d'une société. Là, j'ai mis en scène le milieu artistique, le milieu culturel, le milieu littéraire, j'ai notamment une scène avec l'Académie Goncourt, j'ai même une scène de délibération du Goncourt. Donc voilà, c'est une sorte de grand... C'est une fresque. On l'a dit dans ce nouveau roman, La gloire des maudits, c'est le mensonge qui est au cœur de l'intrigue. Le mensonge est partout, dans les personnages, dans les différentes intrigues. C'est plus facile aujourd'hui de parler de cette période de l'immédiate après-guerre. Les générations qui ont vécu cet événement, les personnes les plus impliquées ne sont peut-être plus là. On se sent plus autorisé en tant que romancier à traiter ce sujet? Les romanciers s'autorisent tout, c'est pour ça qu'ils écrivent des romans, et c'est ça qui est amusant. Surtout avec cette période-là qui est tellement complexe. La période des fidélités successives, la période de l'occupation, il y a cette béquille de l'histoire qui crée tout de suite une sorte d'urgence. Là, les années 50, une période moins connue, l'après-guerre, en fait, les fidélités se terminaient quand les collabos sont incarcérés, et là, ça commence quand ils ressortent de prison. Quand on les libère en 53, on les libère tous, et c'est comment ils se réinsèrent dans la société, comment ils s'inventent des vies, comment ils se retrouvent tout à coup à des postes auxquels qu'on n'imaginait pas, et comment ils sont les enfants de leur propre mensonge. C'est-à-dire que tout le monde avait quelque chose à se reprocher de manière ou d'une autre, et tout le monde a réinventé sa vie. Et en fait, le mensonge est un peu la matrice de tout cet univers et de tous ces personnages, sauf mon héroïne qui, elle, est perpétuellement en quête de pureté et de vérité, et qui va se rendre compte qu'en fait, tout est vérolé, tout est pourri. Alors, il y a les personnages fictifs que vous avez inventés, il y a des personnages qui sont inspirés de personnages qui ont réellement existé, il y en a d'autres qui sont des personnalités que l'on reconnaît puisque leurs noms sont cités au fil des pages, et puis il y a certains petits points, notamment lorsque vous évoquez le monde de la littérature dans les années 50, lorsque vous évoquez une grande firme de cosmétiques qui s'appelle Luxe dans le roman, que l'on reconnaîtra forcément. Là aussi, le romancier peut tout se permettre lorsque l'on parle de sujets comme ça qui peuvent éventuellement faire polémique. On verra les procès qui tomberont dans quelques semaines, ça, Francis. Oui, c'est pas votre problème à la limite. Non, mais de toute façon, il y a du recul. C'est-à-dire que j'aime prendre du vrai pour fabriquer du faux et que le faux est là encore plus vrai que la vérité. C'est ça qui m'amuse. Et j'aime que le lecteur se dise, mais alors ça, est-ce que ce personnage a vraiment existé? Et qu'il aille chercher dans le Larousse s'il existe effectivement une Sidonie Porel, qui est une sorte de croisement de Colette, de Simone de Beauvoir et des Triolet, qui aurait tout pouvoir dans la littérature et qui, en fait, à l'origine, serait et une plagiaire, et une menteuse, et une manipulatrice, tout en étant totalement sincère dans sa façon d'écrire, et tout en étant en même temps une grande romancière. C'est un roman conséquent, au cours duquel les masques tombent au fil des pages, c'est-à-dire qu'un personnage que l'on peut trouver sympathique au début peut devenir le pire des salauds au fil de l'intrigue, au fil des chapitres. Et puis il y a ces deux personnages féminins, Sidonie Porel et Gabriella. Comment les avez-vous construites, et pourquoi avoir mis deux femmes en héroïnes? Les hommes ont un peu le second rôle dans ce roman.
Les Fidélités est un roman d'homme, et là c'est un roman de femme. Je m'en suis rendu compte après, hein. Mais j'avais envie de grandes héroïnes. Voilà, je voulais me mettre même, si je puis dire, dans la tête d'une femme, ça m'intéressait. J'aime bien essayer des choses différentes à chaque roman, et en même temps je voulais retrouver le souffle romanesque des Fidélités successives, qui avait plu à quand même quelques lecteurs, et donc je voulais retrouver l'esprit roman feuilleton. D'ailleurs, mon héroïne, Sidonie Porel, a commencé dans le roman feuilleton. C'est une sorte de double de Souvestre et Alain, et qui ensuite est rentrée dans les littératures avec un grand L, et n'assume pas du tout cette jeunesse passée dans le roman populaire, et donc passe son temps à se réinventer, à se justifier et à reconstruire toute son existence et toute sa biographie. Je l'ai dit en préambule, vous êtes, à titre personnel, un grand amoureux de la capitale. Vous n'êtes pas né tout à fait à Paris, mais vous avez toujours vécu à Paris. Vous avez consacré à Paris déjà de nombreux ouvrages. Et Paris tient presque le premier rôle finalement, parce que toute l'intrigue se passe à Paris ou dans les environs proches. Là aussi, vous aviez envie, en tant que romancier, de déclarer votre flamme à la capitale? Oui, et le Paris des années 50 est un Paris très intéressant, parce que c'est la fin d'un certain Paris qui a disparu durant les années béton, c'est-à-dire les années 60 et 70. Et donc c'est le dernier moment où il y avait encore des îlots, qu'on appelait les îlots insalubres. C'est le dernier moment où il y avait encore la zone, où il y avait encore le quartier de la Maube, ce que décrit Jacques Hionnet dans Rue des Maléfices. Enfin, c'est la fin du Paris d'Eugène Sue. Et moi qui aime tant le roman populaire, c'est une sorte de dernier clin d'œil du Paris d'Adjet, du Paris du 19e, au cœur même du 20e siècle. Et c'est cette histoire de zone grise. Voilà, c'est un Paris gris. Les Fidélités successives, c'était sur la zone grise. Là aussi, c'est sur la zone grise. Les gens ne sont ni bons, ni mauvais, ni sympathiques, ni attachants. Et en même temps, ils sont tous très intéressants. Et donc, c'est sur les ambiguïtés. Je l'ai rappelé, vous êtes critique musicale et grand amateur d'opéra. Et votre écriture est un petit peu musicale dans ce roman, et même très musicale, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment allegro forte, d'autres qui sont beaucoup plus pianissimo, notamment lorsque vous décrivez les paysages, lorsque vous parlez des jardins du Palais Royal, par exemple, où Gabriel se promène. Comment avez-vous choisi votre écriture? Comment s'est faite la construction stylistique? Alors, la construction stylistique se fait entièrement en fonction de l'histoire, de l'intrigue. C'est-à-dire que moi, je construis mes histoires quasiment comme des scénarios de films, de façon extrêmement précise, avec un plan détaillé que je suis exactement comme un storyboard. Et en fait, le rythme naît de l'intrigue, le rythme naît des personnages, comme une sorte de fleuve. Il y a pas je ne fais pas de recherche stylistique stricto sensu. Il faut que le lecteur, si je puis dire, oublie qu'il a des mots devant les yeux, tout à coup soit plongé dans une intrigue, hypnotisé par l'histoire, par les personnages, et soit devant une sorte de grand écran, disons, fantasmatique, et soit plongé et entendre les personnages et sente l'odeur de la ville, entendre le bruit des voitures qui passent dans les rues. Voilà, pour moi, le plus important, c'est être dans une sorte d'immersion sensorielle au sein même de l'intrigue. Je reviens sur nos deux personnages féminins, nos deux héroïnes, Sidonie et Gabrielle. Différence de génération, bien sûr. L'une pourrait être la fille de l'autre, éventuellement. Ça vous intéressait d'avoir deux personnages comme ça qui ne sont pas de la même génération et qui vont se découvrir mutuellement, qui vont découvrir leur façon de se comporter? Gabrielle va tout découvrir de ce que fut la guerre et l'avant-guerre. Pourquoi avoir choisi deux personnages comme ça de deux générations différentes? Parce que c'est le choc des mondes, c'est le choc des générations, c'est le choc des cultures. C'est toujours intéressant de voir deux univers qui rentrent en friction comme des silex, et ça fait forcément des étincelles. Et en plus, là, il y a une histoire de manipulation et d'emprise d'un personnage sur un autre, et où en fait Gabriel est envoyé, si je puis dire, pour pirater de l'intérieur cette grande romancière qui va finir par la dévorer. Une toute dernière question, vous avez employé le terme roman feuilleton volontairement. C'est une grande fresque romanesque que vous nous proposez là. J'ai envie de dire que c'est un vrai grand roman populaire au vrai sens du terme, parce qu'il se passe plein de choses, il y a une vraie galerie de personnages, ce sont les petites histoires qui se confrontent à la grande histoire, c'est assumé. Ah, totalement. Pour moi, les modèles, c'est aussi ces grands films français des années 30, 40, 50, avec des intrigues principales, des sous-intrigues, et toute cette galerie de petits personnages secondaires de ce qu'on appelait les excentriques du cinéma français, qui parfois étaient là sur une scène, mais en même temps, on s'en souvient, tous les Saturnin Fables, les Marcel Dalliot. Et ça, disons que j'ai grandi au contact de cet univers-là et de ce cinéma-là, et ça a beaucoup, disons, influencé mon imaginaire littéraire, tout comme je suis un grand consommateur de séries télévisées totalement assumées, et que pour moi, c'est des modèles de construction dramatique qui crée cette espèce d'addiction et de fascination, mais qui est une fascination qui remonte au 19e et au grand roman populaire de Dumas, de Sue, de Ponson, de tout ce dont on parlait. Il y avait Eugène Sue, maintenant il y a Nicolas Destiendorf. Continuez à nous enthousiasmer. La gloire des maudits, c'est votre actualité. Merci Nicolas. Merci.